Madame, Monsieur, bonsoir et merci de préférer Eden TV. Dans l'actualité de ce soir, atelier de validation du plan d'action intégré de la gestion de la grippe aviaire initié ce matin par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers la direction de l'élevage. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre également dans cette édition, la 9e conférence administrative départementale tenue à Lokossa. Ce sera avec Jonas Boshi. Plus d'un mois et demi après le coup de force du président Kaïs Saïed au nom de la lutte anticorruption, la Tunisie est toujours enlisée dans de graves crises politiques. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Le Bénin a profité de l'occasion pour distinguer les meilleurs acteurs de cette lutte grâce auxquels notre pays est cité parmi les pionniers de la lutte pour la préservation de l'environnement et du climat. Suivez ici le compte rendu de Juste Defodji. La 4e édition de la Journée mondiale de l'ozone porte sur le protocole de Montréal. Elle vise le maintien des aliments, des vaccins et des médicaments dans les normes en cette période de pandémie. En ces temps difficiles de résurgence de la maladie de la COVID-19, où la vaccination devient une nécessité pour préserver nos vies, la communauté internationale identifie à dessein un terme évocateur, protocole de Montréal, pour que nous, nos aliments et nos vaccins restions au frais. Ce thème est l'expression claire de l'importance de cet accord ratifié par le Bénin en juillet 1993 et qui motive l'instauration d'une chaîne de froid pour la conservation de nos vaccins, de nos produits alimentaires et pour notre propre confort. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les États à continuer la lutte implacable pour la préservation de la couche d'ozone. Une déclaration lue par le point focal du protocole de Montréal au Bénin, Yvette Gauthier. La coopération à laquelle nous avons assisté dans le cadre du protocole de Montréal est exactement ce qu'il nous faut maintenant pour faire face au changement climatique. Une menace qui pèse avec la même gravité sur l'existence même de nos sociétés. Le ministère du Cadre de vie et du développement durable mettra tout en œuvre pour que le Bénin reste dans le Conseil des Nations pionniers de la préservation de la couche d'ozone. C'est ce qu'a tenu à préciser le secrétaire général du ministère du Cadre de vie et du développement durable, Constant Godjo. Sur la question, le Bénin est cité en exemple. Sur les questions de sa gouvernance environnementale, il nous revient de conserver cet acquis encourageant, motivé par les efforts du gouvernement de la rupture. Cette célébration a permis au ministère du Cadre de vie et du développement durable de distinguer les 8 meilleurs chefs d'atelier froid et climatisation au terme de l'examen national spécial de qualification professionnelle ainsi que les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce Ouémé Plateau et Zou Colline. Je vous l'annonçais en titre, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers la direction de l'Élevage, a organisé ce matin à Cotonou un atelier de validation du plan d'action intégré de la gestion de la grippe aviaire. Il a reçu l'appui financier et technique du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies dans les pays de la CEDEAO, REDIS. Compte rendu Aristide Setti. Le gouvernement béninois s'attelle à détecter et à prendre en charge dans un bref délai toute présence de la grippe aviaire sur son territoire. Pour ce faire, différents cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et des partenaires techniques et financiers ont procédé ce jeudi à la validation du plan d'action intégré de la grippe aviaire. Nous allons, au cours de cet atelier, passer au peigne fin ce plan et élaborer une feuille de route pour une mise en œuvre diligente des différentes actions.
Je vous encourage à porter des amendements nécessaires aux fins d'une amélioration subséquente du document soumis à votre appréciation pour doter le Bénin d'un plan d'action intégré pour le contrôle des foyers à influenza afin de gérer au mieux cette crise sanitaire de la grippe aviaire au Bénin. Le projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies REDIS s'est engagé dans cette lutte avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche grâce à l'appui de la Banque mondiale. C'était avec grand plaisir que le projet a accepté de répondre à cette préoccupation qui était d'assister la direction de l'élevage dans cette riposte à la résurgence de la grippe aviaire au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que le projet REDIS est ce projet qui intervient donc sur plusieurs aspects, notamment la surveillance des maladies. Au cours des travaux, les participants vont optimiser le déploiement en urgence et selon l'approche Zone Health, des ressources humaines et de la communication indispensables à la réussite de la riposte à la résurgence de l'influenza aviaire hautement pathogène dans le sud du Bénin. 4 communes du Mono sont inondées en cette veille de la rentrée des classes. Hier, le préfet et les directeurs départementaux ont réfléchi sur comment effectuer la rentrée scolaire en pleine inondation. C'était à l'occasion de la 9e conférence administrative départementale tenue à Lokossa. Compte rendu, Jonas Boshi. Les signaux sont au rouge dans les communes d'Atiémé et Grand Popo où plusieurs localités sont inondées suite au lâcher d'eau du barrage de Nagbetor. Tout comme des villages et des champs, des écoles et collèges baignent dans les eaux, tandis que les informations venant toujours du barrage de Nagbetor ne présagent pas une fin imminente de la situation, selon le préfet du Mono. Nous subissons des inondations dans presque toutes les 6 communes du département. Et les communes les plus touchées restent les communes d'Atiémé et de Grand Popo. Dans une moindre mesure, Lokossa et Ruyobe. Nous avons remarqué effectivement que depuis quelques temps, le niveau d'eau baisse, mais avec les dernières informations qui promettent encore des lâchers d'eau du côté du barrage de Nagbetor, il y a urgence à ce que les différents acteurs se déploient afin d'aller au chevet de ces populations qui vivent des sinistres. Sans savoir quand les eaux se retireront des établissements scolaires inondés, les directeurs départementaux s'activent pour les derniers réglages en prélude à l'ouverture des classes dès lundi prochain. Nous avons tenu une séance préparatoire avec tous les chefs d'établissements publics comme privés. Nous avons, à la suite des mutations nationales, effectué les mutations à l'échelle départementale. Et c'est en prenant en compte ces mutations à l'échelle départementale que les emplois du temps sont en train d'être attribués aux enseignants permanents. Cette année, comme on en a l'habitude depuis un moment, un calendrier particulier s'impose aux établissements scolaires inondés. Le préfet du Mono demande déjà le point des établissements concernés. La situation d'inondation a des effets négatifs sur certains établissements scolaires qui ne pourront pas ouvrir la porte au même moment que ce qui est annoncé dans le calendrier académique et scolaire. Nous avons instruit les 2 directeurs concernés de prendre langue avec les communes afin d'avoir une liste exhaustive de ces établissements touchés et qui peuvent être potentiellement touchés afin que nous puissions élaborer un calendrier spécial pour ces enfants. Perturbation de la rentrée scolaire dans les localités inondables du département du Mono. C'est un feuilleton sans fin qui livre ces épisodes à chaque rentrée au Bénin. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 au Bénin, la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, CIPI Bénin, SA a fait don de 700 000 masques au gouvernement béninois. Ce deuxième don fait suite à un premier intervenu tout au début de la pandémie. La cérémonie de remise des masques a eu lieu ce mercredi au ministère de la Santé à Cotonou. Et voici un extrait des propos du directeur général adjoint de CIPI Bénin SA et du secrétaire général du ministère de la Santé. Le don que nous faisons aujourd'hui, c'est un don de 700 000 masques d'une valeur de 140 millions de francs CFA qui vient compléter des dons qui ont déjà été faits
par le groupe Arise au début de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Nous sommes fiers de faire ce don dans la mesure où tous les jours nous voyons combien les agents de santé travaillent au bord de l'épuisement. Nous voyons combien les structures du ministère de la Santé sont sollicitées pour répondre à cette crise qui est non seulement générale, mais c'est une crise qui a un impact qui est dévastateur. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour demander aux uns et aux autres de se vacciner et d'encourager leurs parents, leurs amis, leurs collègues à se faire vacciner. Je voudrais très sincèrement vous remercier et apprécier le choix de l'intrant que vous nous donnez. Les masques chirurgicaux sont l'un des intrants les plus utiles pour nous actuellement dans la riposte contre cette maladie-là, surtout au cours de cette troisième vague qui est encore plus importante que les deux premières que nous avons connues. Hors du Bénin, plus d'un mois et demi après le coup de force du président Kaïs Saïed au nom de la lutte anticorruption, la Tunisie est toujours enlisée dans de graves crises politiques. L'une des plus grandes centrales syndicales qui a soutenu le chef de l'État dans son projet de changement au départ semble maintenant perdre patience. Suivez. C'est un communiqué qui résonne comme un coup de pression, celui de la puissante centrale syndicale tunisienne, l'UGTT, au président Kaïs Saïed. L'Union générale tunisienne du travail, premier syndicat du pays, avait dès le 25 juillet apporté son soutien au président de la République lors de son coup de force. Mais voilà qu'un mois et demi plus tard, tout comme de nombreux Tunisiens, l'UGTT commence à s'impatienter. Dans un communiqué publié hier, le bureau exécutif de l'UGTT a de nouveau appelé à la formation d'un nouveau gouvernement restreint, ainsi qu'à la fin des mesures exceptionnelles et à la mise en place d'une gouvernance basée sur une légitimité populaire. Écoutez. Il est urgent d'accélérer la formation d'un gouvernement restreint, avec pour rôle de traiter les dossiers économiques, sociaux et sanitaires, de garantir la continuité de l'État et de mettre à exécution ses engagements. Tout retard en la matière mène à l'approfondissement de la crise, au démantèlement de l'État et en menace l'existence. La centrale syndicale a notamment insisté sur l'importance du dialogue social en Tunisie et a rappelé les acquis de la révolution, notamment par la même occasion la nécessité d'éviter le recours à la justice militaire en ce qui concerne les affaires civiles. Alors que de nombreux partis politiques, avocats ou encore membres de la société civile ont dénoncé le projet de réforme de la Constitution envisagé par le chef de l'État, l'UGTT semble ne plus pouvoir cacher son inquiétude face à un Kaïs Saïed bien décidé à faire cavalier seul, faisant fi de toute critique ou menace. Du côté de Carthage, les annonces officielles se font rares. Le conseiller à la présidence de la République, Walid Ajam, a laissé entendre sur une chaîne de télévision étrangère qu'un nouveau gouvernement pourrait être annoncé dans les prochains jours. Le Liban, plus que jamais en pleine pénurie de carburant, s'offre. Le général Dominique Trinquant, ex-chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, estime que la France, bien que présente dans le Pacifique, se retrouve désormais en situation d'isolement stratégique. On voit bien qu'il s'agit d'une manœuvre pour associer les Britanniques et les Australiens dans la fameuse coalition que les États-Unis veulent mener contre la Chine en exportant une nouvelle technologie qui est la technologie nucléaire. Il faut bien voir que le contrat de Naval Group était un contrat qui permettait de créer 1800 emplois en Australie et de fabriquer les sous-marins. Le coup dans le dos, comme l'a dit M. Le Drian, qui provoque la réaction de ce matin. Un contrat de 56 milliards, ça ne se trouve pas tous les jours sur le pas d'un cheval. Donc évidemment, c'est un coup difficile. Mais je crois que le coup le plus difficile, c'est le coup stratégique. Je ne vais pas rentrer dans la négociation industrielle que je ne connais pas et les difficultés entre Naval Group et l'Australie. Mais stratégiquement, qu'une présentation brutale d'un changement de contrat, voire d'un changement de partenariat au sein du Pacifique, c'est ça qui est très choquant pour les Français. Aux États-Unis, les supporters de l'ancien président Donald Trump appellent à manifester samedi près du Capitole. Les autorités se préparent pour éviter les mêmes scènes que le 6 janvier dernier. Suivez.
Manifestation intitulée Justice for J6 pour demander la fin des poursuites des quelques 600 personnes qui sont actuellement poursuivies par la justice américaine pour leur implication dans les événements au Capitole le 6 janvier dernier. Alors ce samedi 18 septembre, cette manifestation devrait attirer du monde, mais il est très difficile d'estimer avec précision le nombre de personnes qui pourraient se rendre ici. D'une part parce qu'un grand nombre des soutiens de Donald Trump ont quitté les réseaux sociaux et puis aussi parce que d'autres groupes ont aussi appelé à rejoindre cet appel à manifester. Il y a aussi des appels à contre-manifestation qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout cela inquiète évidemment les autorités américaines qui ont décidé de prendre des mesures drastiques pour empêcher toute violence ce samedi à Washington. Dans un premier temps, il a été décidé d'installer de nouveau les barrières anti-émeutes qui sont restées pendant des semaines ici à Washington, notamment donc autour du Capitole. Leur installation a démarré ce mercredi soir ici aux États-Unis. Il y a aussi de nouvelles caméras de vidéosurveillance qui ont été placées tout autour du Capitole. Les contrôles sont également renforcés aux aéroports de la ville. Et puis, autre mesure importante, la police du Capitole a demandé au département de défense la possibilité de pouvoir compter sur le renfort de la garde nationale en cas de besoin. On ne sait pas avec précision combien de troupes pourraient être concernées. Les représentants du Congrès prennent en tout cas cette manifestation très au sérieux. Le but évidemment pour eux, c'est d'éviter qu'une des scènes similaires à celle du 6 janvier dernier ne puisse se reproduire à proximité du Capitole. Il faut dire que depuis le début de l'année ici, il y a eu une série de faits divers qui se sont déroulés justement à proximité du Capitole. D'abord au mois d'avril, une voiture avait foncé dans un barrage en tuant un policier. Au mois d'août aussi, le quartier avait été évacué après une menace d'un homme affirmant qu'il avait une bombe dans sa voiture qui était prête à exploser. Et puis ce lundi, un homme a été arrêté en possession d'une machette et d'une baïonnette à l'intérieur de sa voiture. Sur ces armes figuraient des symboles de suprémacistes blancs. Les autorités ne savent pas, à ce stade, si cet homme compte participer à la manifestation de samedi. Mais en tout cas, ils sont évidemment sur le qui-vive pour empêcher tout débordement et toute violence dans la capitale fédérale américaine. Un mois après leur prise de pouvoir, les talibans ont repris la main sur les institutions, y compris le système carcéral en Afghanistan. Des prisons ont été fermées, de nombreux combattants insurgés libérés de la conquête du pays, des détenus qui ont été victimes de tortures et de mauvais traitements. Suivi. Voici la prison de Pul-e-Charki, la plus grande d'Afghanistan, située à l'est de Kaboul. Bâtie pour accueillir 5000 prisonniers, elle en comptait souvent plus du double. Des criminels, mais aussi de nombreux combattants talibans détenus par l'ancienne administration. Mohammad Niaz était de cela, et son séjour ici ne lui a pas laissé de bons souvenirs. J'ai passé 4 ans dans cette prison. Au cours de ces 4 années, j'ai été torturé de plusieurs façons et il y avait plusieurs formes de harcèlement. L'odeur de torture se dégage encore d'ici. On y était harcelé et battu. Mohammad n'est pas un cas isolé. Selon un rapport de l'ONU paru en février dernier, maltraiter les détenus était monnaie courante. Près d'un prisonnier afghan sur 3 en aurait fait les frais. Le pourcentage d'allégations crédibles d'incidents de torture et de mauvais traitements commis par les forces de défense et de sécurité nationale afghanes a été établi à 30,3% des personnes interrogées. Hors des prisons, pourtant, les nouveaux maîtres de l'Afghanistan ne semblent pas se comporter bien mieux. Torture et exécutions sommaires de civils, plusieurs cas ont été rapportés par les ONG au cours du seul mois qui vient de s'écouler depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. Des combattants talibans ont massacré 9 hommes à Zara après avoir pris le contrôle de la province de Ghazni. 6 de ces hommes ont été tués par balle et 3 sont morts sous la torture. L'un d'eux ayant été étranglé avec son écharpe après avoir eu les muscles des bras tranchés. Ces meurtres ne représentent probablement qu'une infime partie de l'ensemble des homicides commis par les talibans jusqu'à présent. D'autres exactions ont été dénoncées par les associations sur place, journalistes tués ou passés à tabac, habitations pillées, des pratiques en totale contradiction avec les promesses des talibans. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à demain.